Chercher la joie en ce moment, c'est un peu un acte de foi. Pendant tous ces épisodes, j'ai voulu me convaincre. Il fallait me rattacher à l'idéal d'aurore plus rose, alors même que rien dans la réalité politique ne me permettait de m'illuminer. Je me suis mise à tâtonner, puisque finalement, c'est aussi ça le rôle d'une poétesse, tâtonner de la langue, essayer, trébucher, toujours à la recherche du bon mot. Et moi, je recherchais la bonne joie. Malgré ma bonne volonté, l'époque plongeait mon corps dans une tétanie frigorifiante. Que faire pour me réchauffer ? Que faire, surtout, quand on sent les derniers remparts du monde connu s'effondrer ? Que faire quand on sent la gauche sous ses doigts s'effriter ? Vous aussi, vous le sentez, le manteau d'horreur à l'odeur de renfermé qui s'abat sur nos épaules ? Chercher la joie, en ce moment, c'est un acte de courage. C'est refuser les flétrissures, surtout celles de l'extrême droite. Être en joie, c'est être debout, malgré toutes les attaques. Chercher la joie en ce moment, c'est un acte de folie. Mais puisqu'il faut perdre la tête ensemble, devenons fous. Je suis Kiemis et bienvenue dans Rends la joie, l'émission qui va chercher la joie avec les dents. Aujourd'hui, comme complice de la joie, j'accueille Colline Pierret. Colline, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Tu es écrivaine, tu es autrice jeunesse, tu es poétesse. Tu as publié de nombreux livres, dont je vais en citer quelques-uns. La révolte des animaux moches, aux éditions du Rouergue en 2018. Tu as cité l'un de mes manifestes préférés dont on va parler aujourd'hui, Éloge des fins heureuses, qui a été republié chez les éditions d'Aron en 2021. Et tu as également publié un recueil de poésie récemment à l'Iconopop qui s'appelle Une grammaire amoureuse. Bonjour Colline. Bonjour Kémis. Il faut aussi que je cite une petite chose. Tu as été éditrice dans la maison d'édition Monstrographe. Cette maison a été aussi connue grâce ou à cause du succès de Pauline Armange, le livre donc Moi les hommes je les déteste. Oui, c'est bien ça. Avant de commencer notre petite conversation, je demande toujours à mes invités, à celles et ceux qui viennent sur ce canapé, de venir avec une photo qui représente la joie. On la voit derrière. Est-ce que tu peux me la décrire, me dire pourquoi tu l'as choisie et pourquoi elle t'inspire la joie ? Alors, c'est une photo de mon fils que j'ai prise l'été dernier et que j'ai choisie parce que quand tu m'as posé la question de cette photo, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'inspire la joie en fait ? Où est-ce que je trouve la joie ? Et ça m'a fait me dire qu'en fait, la joie, j'ai l'impression de jamais l'éprouver comme l'éprouvent les enfants, c'est-à-dire dans un sentiment très plein, très pur, d'une espèce d'abandon à la joie. Et du coup, j'ai repensé à cette photo où il est en train de jouer avec la mère, il est en train de s'inventer des histoires, il est dans l'invention. Et je me suis dit, peut-être que la joie, elle existe grâce à cette capacité d'imagination et d'invention qu'ont les enfants. Et qui nourrit à la fois leur joie, qui nourrit leur colère, qui nourrit leur révolte aussi parfois, leur sentiment d'injustice, et qui a toujours un rapport très entier à toutes ces émotions, dont on devrait beaucoup s'inspirer. Et ça m'a fait me dire aussi que c'était peut-être pour ça que j'aimais la littérature jeunesse, parce qu'on s'adresse à des lecteurs qui ont cette capacité à tout ressentir pleinement, et à chercher de la joie partout en fait, à chercher à transformer leur indignation et leur colère en joie, en invention, en construction, en manière de questionner le monde. En création finalement. Et en création, tout le temps.
Je trouve ça très intéressant le mot que tu as dit, s'abandonner à la joie. Tu trouves qu'on s'abandonne pas assez à la joie ou à nos émotions de toute façon en général? Ouais, je trouve que quand on grandit, on finit par tout vivre un peu en demi-teinte. Il y a toujours la joie, mais dedans on a une certaine mélancolie parce qu'on sait qu'elle va pas durer, parce qu'on sait qu'elle est teintée d'autre chose, parce qu'on se demande si on y a vraiment droit ou si les autres la vivent aussi. Il y a toujours, je trouve, ou alors il y a un cynisme qui fait qu'on va mépriser un peu cette joie au lieu de la ressentir vraiment. On est toujours un peu extérieur à soi, je trouve, et à la joie. Ouais. Il y a tellement de choses que j'ai envie de dire. Bon, j'ai soupiré en entendant cynisme parce que je trouve que c'est tellement une valeur qui est consacrée dans notre pays et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Peut-être c'est mon côté enfantin qui demeure, mais j'arrive pas à comprendre voilà, cet éloge au cynisme qui va à l'encontre de ce que tu as fait. Tu étais éditrice de la micro-maison d'édition Monstrographe, comme je le disais tout à l'heure. Et quand je me suis plongée dans ta biographie, j'ai trouvé une interview où tu disais que tu voulais y éditer des livres impubliables ailleurs. Pourquoi? Est-ce que tu pourrais nous parler justement de cette beauté des livres impubliables? Je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé ça très beau. Qu'est-ce qu'on cherche dans les livres impubliables? Ouais, c'est une bonne question. Ouais. Au début, je crois qu'on a monté la maison d'édition avec mon compagnon Martin Page parce qu'on avait des textes dont on savait très bien que personne n'en voudrait parce que c'était pas commercialement viable, c'était des formes un peu hybrides. Et en même temps, on avait envie qu'ils existent, ces textes, parce que pour nous, ils faisaient partie de ce qu'on avait envie de raconter, des livres qu'on avait envie de faire naître. Donc on s'est dit, on va les faire nous, en fait. Et l'idée du livre impubliable, c'est un livre qui répond pas aux besoins qui répond pas aux besoins financiers du marché et qui en même temps répond à un besoin humain, peut-être, à la fois le nôtre et puis celui qu'on imagine pour les lecteurs. Et puis ça s'est avéré vrai parce qu'on a plusieurs livres qui ont très bien marché et qui ont fini par trouver leur place dans l'édition traditionnelle, mais ils ont eu besoin de cette espèce de laboratoire pour pouvoir exister, pour qu'on se dise « Ah, mais puisque ça existe, peut-être que ça a une place quelque part ». En fait, je trouve ça tellement libérateur, un livre impubliable, parce que et c'est pour ça, enfin, peut-être en tant qu'autrice, je trouve ça très libérateur, parce que justement, on se défait, en fait, de cet impératif de devoir vendre, et donc, du coup, qui est nécessaire, parce qu'il faut bien vivre, il faut bien que tout le monde mange, les éditeurs, les auteurs, etc. Mais c'est quand même, je trouve qu'il y a quand même une démarche il y a une démarche très libératrice. Oui. On n'est pas obligé de vendre, donc dans ma tête, je l'entends comme fais ce que tu veux, un peu. De toute façon, on s'en fout des ventes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. J'ai l'impression que c'est ça qu'il y a derrière aussi cette démarche, cette liberté. C'est ça, c'était vraiment s'offrir la liberté de faire les livres qu'on avait envie de faire et qui répondaient pas à des attentes. Et en fait, il s'est avéré que c'était des livres qui marchaient en plus. C'est pas des livres qui étaient si impubliables que ça, c'est juste qu'on les croit impubliables. Parce qu'on a pourquoi on les croit impubliables, de ton point de vue? Parce qu'ils entrent peut-être pas dans des catégories de typologie de livres, parce que certains d'entre eux arrivaient peut-être un peu tôt aussi par rapport à leur époque. Il y en a. Je pense que certains de nos livres étaient impubliables il y a 5 ou 7 ans et ils seraient publiables aujourd'hui. Dans Éloge des fins heureuses, par exemple. Ouais. Il ne l'était pas quand je l'ai écrit et il l'est devenu. Donc ils ont besoin que l'idée fasse son chemin, peut-être, dans le monde, dans la société. Après, ça demande j'en parlais tout à l'heure, ça demande aussi du courage de se dire oui, j'aime bien envoyer des compliments aux gens que j'invite parce que je suis sincère. Mais je veux dire, ça demande aussi du courage de se dire on le jette. On le jette au monde et on voit ce qui se passe. Tu vois, alors que justement, un livre qui est dans les cases, il y a aussi une recherche de confort, de facilité. Ça a déjà été fait, on l'a déjà vu, ou on sait qu'il y a un public. Je sais pas, je trouve j'aime beaucoup cette notion d'un livre impubliable, quoi. C'est courageux et inconscient à la fois. Ça va ensemble. Tu vois, on revient aussi sur la notion de ce que tu décrivais tout à l'heure, sur la question de l'abandon. En tout cas, moi, ça me fait penser à cette question de
n'a pas le contrôle et on voit. Ouais. Voilà. Et c'est de la joie. Ouais. C'est la joie de publier les livres qu'on a envie de faire. Totalement. Donc, tu as écrit beaucoup de livres, notamment de littérature jeunesse, mais celui qui m'a vraiment touchée, et encore plus pour cette émission, c'est donc Éloge des fins heureuses. J'aime absolument tout dans Éloge des fins heureuses. J'aime le titre, j'aime le thème, mais aussi et surtout, j'aime la couverture. D'ailleurs, je suis assortie. Complètement. Est-ce que tu peux me parler justement de pourquoi tu as choisi la forme de l'essai ? Qu'est-ce qui s'est passé justement ? Parce que tu as quand même écrit beaucoup de livres jeunesse. Qu'est-ce qui t'a motivé aussi à écrire cet éloge ? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Alors, l'idée du livre est née en sortant de La La Land, qui m'avait assez agacée par sa fin, que je ne raconterai pas. Pour ne pas spoiler. Pour ne pas spoiler. Mais, et dans la discussion qui a suivi la sortie du film, je me suis dit, en fait, peut-être que ces idées-là, cet agacement-là, que j'avais déjà vécu à d'autres moments pour des livres, pour d'autres films, il faut que j'en fasse quelque chose. Et comme c'est venu dans une espèce d'élan d'agacement, de colère, ça me semblait le plus logique, c'était d'en faire une sorte de manifeste pour défendre justement la fin heureuse, pour défendre la beauté de la fin heureuse, ce que moi j'y voyais, la grandeur, la force politique aussi qu'il y a dans la fin heureuse. Et voilà, et petit à petit, ce livre s'est construit des réflexions qui ont nourri un peu cette idée que j'ai agglomérée sur l'optimisme, sur la fiction, sur la force de la fiction, sur l'imagination. Et c'est devenu ce petit éloge. Ce grand éloge. Ce grand éloge. Petite forme, mais grand éloge, oui. Ce que je trouve intéressant, il y a plein de choses que j'adore dans ce livre, notamment ta défense de la naïveté. Est-ce que tu peux un petit peu en parler ? On parlait du cynisme tout à l'heure. Est-ce que tu peux un petit peu en parler ? Ouais, j'aime bien l'idée de se dire que en fait, la naïveté, on la rejette parce que elle est risquée. En fait, c'est une prise de risque. Le cynisme, c'est une manière de se protéger. Totalement. C'est que on va parier sur le raté, on va parier sur l'échec. On va forcément gagner. À un moment ou à un autre, il y aura de l'échec. Bien sûr. Alors que l'espoir, la naïveté, c'est toujours prendre le risque qu'en fait, on ait cru à quelque chose qui va pas avoir lieu. Et j'avais envie de défendre ça parce que je trouve que c'est beau en fait d'être naïf et c'est courageux. C'est plus courageux que d'être cynique, que d'être défaitiste. Et c'est une manière aussi de s'emparer de la réalité pour pas se dire de faire une différence entre la réalité et le défaitisme, et puis de se dire que la réalité c'est aussi ce qu'on projette dessus, c'est aussi ce qu'on en fait, c'est la manière dont on la façonne. Et donc si on y met de la naïveté, de l'optimisme, en fait peut-être qu'on peut aussi réussir à faire advenir des choses. Tout à fait, ça pousse à l'action. Ça pousse à l'action. Parce que c'est vrai que le défaitisme, si on sait qu'on va forcément... comment dirais-je ? Si on part perdant, même si je pense quand même à gauche on part souvent perdant. Mais... C'est ça, ça nous façonne, je pense. C'est la question que je me pose en ce moment. On a tellement perdu qu'on oublie qu'on peut quand même gagner. On a gagné aussi, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et j'ai trouvé aussi intéressant dans cet éloge je sais pas si c'est une défense ou c'est une proclamation, mais en tout cas cet éloge aussi du coup, ou cette mise à l'honneur de la littérature jeunesse aussi. Je trouvais ça très intéressant. Est-ce que tu peux développer aussi pour les personnes qui vont regarder, qui sont quand même souvent des adultes. Oui. À part s'il y a des jeunes qui nous écoutent, et tant mieux. Mais est-ce que tu peux le développer justement, cette force aussi que peut avoir la littérature jeunesse aussi pour nous dans cet éloge des fins heureuses? La littérature jeunesse, c'est une littérature où on parle à des personnes qui sont en construction. Et donc, il y a toujours, pour moi, la question d'une certaine responsabilité. On dit quelque chose au lecteur en sachant que ça va avoir un effet sur eux. Et dans la littérature jeunesse, c'est très assumé, on le sait. En réalité, c'est toujours le cas. C'est le cas quand même souvent dans la littérature. De genre, ouais. Mais en jeunesse, on se le dit, on le sait. Et donc, on le fait avec conscience. On sait quel effet va avoir notre livre, on sait ce qu'on va leur raconter. Et du coup, c'est une littérature qui est pleine d'idéalisme, qui est pleine de...
il y a des tas de récits d'insurrection, de révolte, de manifestations, et je pense que c'est la littérature qui en est le plus riche. C'est vrai. Et souvent avec des succès ou des demi-succès, au moins en tout cas un peu d'espoir. Et c'est une littérature très politique en fait. Beaucoup plus que l'image qu'on s'en fait de quelque chose d'un peu édulcoré et bien pensant. Mais c'est drôle parce que c'est comme si c'est justement ces récits qui sont pleins d'espoir, tu vois, ou de manifestations, de renversement, du coup, de soulèvement, ou que ce soit individuel ou parfois collectif, j'en connais moins pour le coup. C'est comme si ça devait être réservé aux adolescents. Je trouve que c'est quand même intéressant. Plus j'y pense et plus je me dis, bon, je connais pas tous les livres, mais je me dis c'est vrai que c'est très présent dans la littérature jeunesse et je me pose la question de qu'est-ce qui se passe à l'âge adulte. Est-ce que du coup on se refuse ces récits-là de soulèvement, enfin je sais pas, je trouve ça très intéressant. C'est une bonne question. J'ai l'impression qu'à l'âge adulte, on raconte, on se cantonne beaucoup plus au réel en fait. On raconte des états de fait, on raconte ce qu'on voit, on raconte on reste vraiment dans le champ de l'existant et beaucoup moins de la rêverie, beaucoup moins de la projection, du renversement. On se dit, il faut qu'on comprenne le réel, il faut qu'on l'écrive pour mieux l'appréhender, ce qui est vrai. Pour le contrôler. Voilà, mais ce qui n'est pas suffisant pour moi. On perd un peu, on se refuse un peu l'imagination. Je trouve ça vraiment tellement intéressant, justement cette force que peut avoir en fait cette littérature jeunesse, au-delà des thèmes, mais aussi de cette capacité aussi à pouvoir proposer des récits en fait qui sont beaucoup plus transgressifs qu'on peut penser quoi. Et justement c'est ce changement qui m'intéresse, ce choix d'arrêter. Et du coup, comme tu as aussi publié un recueil de poésie, je comprends le lien. Puisque tu parles de rêverie, du fait de s'abandonner, je trouve que c'est très présent en fait dans l'écriture poétique. On se permet beaucoup plus de mon point de vue, je trouve que la poésie est un genre beaucoup plus libre finalement. Ça peut paraître contre-intuitif pour beaucoup de gens qui ont une vision de la poésie assez restrictive, mais c'est un genre qui est beaucoup plus libre, qui permet peut-être aussi cet imaginaire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et puis la poésie, c'est aussi un genre où on s'autorise à se détacher un peu du sens et à laisser voir ce que l'écriture provoque comme émotion. Il y a aussi la possibilité de se dire, je comprends pas, mais ça m'émeut. Ça évoque quelque chose en moi, ça me touche, ça me bouleverse. Et il y a un accès peut-être plus direct, plus autorisé aux émotions. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est un peu absent de la littérature et peut-être même de l'art en général. C'est ce rapport aux émotions si fort et si direct. J'ai beaucoup aussi aimé Éloge des fins heureuses parce qu'il m'a fait penser, petite autopromo, à mon propre livre, en tout cas de ce que j'ai tenté de faire dans le dernier chapitre de Je suis votre pire cauchemar, donc le livre l'essai que j'ai publié l'année dernière. Et justement, en fait, dans le dernier chapitre, sans spoiler, j'essaye de faire une ébauche d'utopie. Parce que forcément, moi aussi, je suis un peu accro aux fins heureuses. Je me suis dit, c'est un livre qui parle de choses qui sont difficiles. On peut pas laisser le lecteur juste avec ça. Enfin, voilà, ce constat-là, c'est un peu triste. Et du coup, donc, j'essaye de développer un début d'utopie. Et du coup, je me posais la question, si toi, qui du coup défends les fins heureuses, tu en as une de fin heureuse. Est-ce que tu as une idée de fin heureuse dans ta tête? Est-ce que tu as une idée d'utopie? À quoi ça ressemblerait? Je sais pas. J'ai l'impression qu'on aurait besoin de se débarrasser de... Enfin, mon utopie, ce serait de se débarrasser des catégories, en fait. Qu'il y aurait une telle fluidité dans tout, en fait, qu'on n'aurait plus besoin de se séparer, et qu'on se permettrait une sorte de souplesse permanente qui nous offrirait beaucoup plus de liberté. Mais à quoi ça ressemble pour toi un monde souple?
Je sais pas, c'est un monde déjà sans patriarcat. Ouais. Où la question des genres est plus une question, en fait, où la question de... Je sais pas, c'est difficile, c'est tellement vaste. Tellement dur. C'est dur, et je comprends, mais je pense que c'est important de le dire. Ouais. Enfin, parce que je crois beaucoup à la manifestation. Voilà, tu vois, c'est un peu mon côté non rationnel. Mais je crois beaucoup au fait de la puissance des mots. Ouais. Et en même temps, c'est lié aussi au fait que je sois écrivain, enfin poétesse, mais je crois à la puissance des mots comme une puissance évocatrice. Donc c'est pour ça que c'est important, je pense, de dire à quoi ça ressemble une fin heureuse, quoi. Ouais. Donc peut-être dans un prochain recueil de poésie. Voilà. On dit ça Iconopop. Super. Écoute, Colline, c'était une super conversation. Vraiment, je recommande ce livre, Éloge des fins heureuses. Tu vois, je cherchais la caméra. Je recommande ce livre vivement, parce que je trouve que c'est vraiment une prolongation de ce que j'essaie de faire dans la joie. J'aurais aimé écrire, en fait. C'est rare de voir un livre où tu dis, mais j'aurais aimé écrire ce livre mot pour mot. Mais tu fais ça dans l'émission. C'est un peu le but. Ouais. Et du coup, avant de se quitter, est-ce que tu as des recommandations culturelles pour les gens qui sont malades des dystopies, qui en bouffent, à n'en plus savoir qu'en faire, qui ont les esprits embrumés? Est-ce que tu as des recommandations culturelles pour eux, pour leur avoir un petit shot de fin heureuse? J'ai 2 séries qui peuvent bien répondre à cette question. Ok. L'une qui s'appelle Dickinson, d'accord, de Alena Smith, qui est une réécriture un peu de l'histoire d'Emily Dickinson, qui est une poétesse présentée toujours comme très austère, qui vivait recluse chez elle, toujours habillée en blanc. Et là, c'est Emily Dickinson dans ses années de jeunesse. Mm-hmm. Et qu'on découvre très vivante, très concernée par le monde social et politique qui l'entoure, amoureuse de la future femme de son frère, qui vibre, qui vit, qui ressent la joie, et on retrouve aussi l'impertinence qu'il y a dans sa poésie, dans ce portrait. Et c'est génial, en fait, de libérer, je trouve, cette poétesse de l'image qu'on en a pour en faire un personnage aussi vivant. Et une autre série, c'est The Marvelous Mrs. Maisel, ouais. Qui est de Amy Sherman Palladino, qui avait déjà fait The Gilmore Girls, et c'est génial, c'est brillant. Donc c'est une femme à la fin des années 50 qui vient de se faire quitter par son mari. Elle est tout ce qu'il y a de plus convenu dans l'époque. Et puis elle se bourre la gueule et elle se retrouve à venir faire du stand-up là où son mari essayait, tant bien que mal et assez mal, de devenir humoriste. Et en fait, elle est brillante, elle est drôlissime, elle est formidable. Et du coup, de cet abandon par son mari, elle va trouver une libération dans sa vie de femme. Et puis, du coup, elle va se trouver une carrière, elle va se trouver un but. Et c'est génial, c'est drôle, c'est hyper intelligent, c'est tellement bien écrit. C'est vrai que Mrs. Maisel, c'est vraiment l'éloge des deuxièmes fois, quoi. Ouais. Des secondes chances, des secondes vies. Ouais, parce qu'elle est plus vieille quand même. Enfin, tu vois, c'est pas non plus parce que j'aime bien cette série aussi. C'est pas comment dirais-je, l'actrice. En tout cas, quand on nous la présente, c'est pas quelqu'un qui vient d'avoir 20 ans. Enfin, elle a quand même une vie, elle a quand même des épouses, elle a des enfants. Je trouve qu'il y a une vision aussi de la maternité qui est très intéressante. D'ailleurs, souvent elle s'en va en fait. Elle a beaucoup d'argent, donc elle a il y a aussi la question de la classe, évidemment, parce que c'est quand même quelqu'un qui fait partie d'un milieu très aisé même. Mais du coup, oui, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment l'éloge des secondes fois, quoi. Ouais, complètement. Trop bien. Eh bien, écoute, Colline, j'étais ravie de passer ce temps avec toi pour parler de fin heureuse et de joie. Moi aussi. Avant de partir, je voulais te poser une question. La joie, elle est à qui ? Elle est à nous. Elle est à nous.